Bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans le parcours fascinant d'un data scientist. On va voir comment, à partir de données brutes, on arrive à construire un modèle capable de prédire, de comprendre et même d'agir. C'est un vrai voyage au cœur du machine learning. La grande question de départ, c'est celle-ci. Comment est-ce qu'on fait pour insuffler une sorte d'intelligence à une machine? Comment on lui apprend concrètement à faire la différence entre un email important et un spam? À anticiper une épidémie de grippe ou juste à reconnaître une scène sur une photo de vacances? Eh bien, la réponse, ce n'est pas de la magie, loin de là. C'est un processus, un flux de travail vraiment méthodique et rigoureux. C'est cet itinéraire précis qu'on va explorer ensemble, étape par étape. Alors, voici notre feuille de route. Notre voyage commence bien sûr avec la matière première, les données. Ensuite, on verra comment les traduire dans un langage que la machine comprend, puis comment choisir et entraîner le bon modèle, comment mesurer si on a réussi, et pour finir, on découvrira quelques secrets pour une modélisation encore plus efficace. Ok, on plonge dans le vif du sujet. Chaque voyage a un point de départ, et en machine learning, ce sont toujours les données. C'est le carburant qui va alimenter tout le processus. Et cette matière première, elle peut prendre des formes hyper variées. On peut partir de chiffres purs, comme des valeurs nutritionnelles, de textes, comme des SMS qu'il faut trier, d'images de vacances qu'on veut organiser, ou même de données qui évoluent dans le temps, comme le nombre de cas de grippe semaine après semaine. Bon, on a nos données, super. Mais comment la machine les comprend? Le truc, c'est qu'elle ne comprend ni les mots, ni les pixels, ni rien de tout ça directement. Il faut absolument tout traduire en chiffres, dans ce qu'on appelle des vecteurs. C'est une étape de traduction qui est juste cruciale. Regardez un peu cette transformation. À gauche, un SMS qu'on peut lire et comprendre. Et à droite, c'est la même information, mais vue par la machine, une longue suite de chiffres. Chaque nombre représente simplement la présence ou la fréquence d'un mot bien précis. Et pour arriver à ça, on suit une sorte de recette bien précise. D'abord, on nettoie le texte, on met tout en minuscules, on enlève la ponctuation. Ensuite, on le découpe en petits morceaux, les mots, qu'on appelle des tokens. Puis on transforme ces mots en chiffres. Et enfin, souvent, on enlève les mots très courants comme le, un, et, qui n'apportent pas vraiment de sens. Pour être encore plus malin, il y a une technique géniale qui s'appelle TF-IDF. L'idée est simple, un mot est d'autant plus important qu'il apparaît souvent dans un document, mais qu'il est rare dans tous les autres documents. Ça permet de donner beaucoup plus de poids aux mots qui sont vraiment spécifiques et qui caractérisent le sujet du texte. Alors, une fois que nos données sont enfin prêtes à être comprises par la machine, il faut choisir le bon outil pour le job. Et le type de modèle qu'on va utiliser, eh bien, ça dépend entièrement de l'objectif qu'on veut atteindre. En gros, on peut résumer ça à 3 grandes familles de tâches. Si on veut prédire une valeur, un chiffre, comme le nombre de cas de grippe, on parle de régression. Si on veut coller une étiquette, comme spam ou pas spam, c'est de la classification. Et enfin, si on veut juste regrouper des choses qui se ressemblent, comme nos photos de vacances, ça, c'est du clustering. Une fois le modèle choisi, il ne sait encore rien faire du tout. C'est une coquille vide. Il faut l'entraîner. Et l'entraînement, c'est ce processus qui consiste à ajuster ses paramètres internes pour qu'il devienne de plus en plus performant sur sa tâche. L'un des algorithmes les plus importants pour ça, c'est ce qu'on appelle la descente de gradient. L'analogie est parfaite. Imaginez que vous êtes au sommet d'une colline et que vous voulez atteindre le point le plus bas, la vallée. Que faites-vous? Vous faites de petits pas, toujours dans la direction de la pente la plus forte. L'algorithme fait exactement ça pour minimiser l'erreur du modèle. Mais attention, la taille de ces pas, ce qu'on appelle le taux d'apprentissage, c'est un paramètre critique. Si les pas sont trop petits, l'apprentissage va être incroyablement lent. S'ils sont trop grands, on risque de dépasser la cible, de rebondir de l'autre côté et de ne jamais trouver le point le plus bas. C'est un vrai jeu d'équilibriste. Ça y est, notre modèle est entraîné. Mais la question est, est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est vraiment performant? Pour le savoir, il faut pouvoir mesurer son succès de manière objective. C'est toute l'étape de l'évaluation. Et bien sûr, chaque tâche a ses propres indicateurs de performance. Pour la régression, on va regarder à quel point nos prédictions sont proches de la réalité. Pour la classification, on va mesurer la justesse de nos étiquettes avec des métriques comme la précision ou le rappel. Et pour le clustering, le score de silhouette, par exemple, va nous dire si nos groupes sont bien cohérents. Et puis, au-delà des spécificités de chaque projet, il y a des principes de base, des bonnes pratiques, qui permettent de construire des modèles plus fiables et plus performants, peu importe la tâche. C'est un peu la checklist du data scientist. Par exemple, on s'assure que les expériences sont reproductibles pour pouvoir les comparer. On met toutes les données à la même échelle pour éviter de donner plus d'importance à une variable juste parce qu'elle a de plus grands chiffres. Et surtout, on analyse les erreurs du modèle pour comprendre où il se trompe et comment l'améliorer. Et tout ce travail méticuleux nous mène à cette idée centrale, qui est vraiment le but ultime de tout ce processus. Un modèle qui se contente de mémoriser par cœur les données du passé est inutile. Ce qu'on veut, c'est construire un modèle qui soit capable de s'adapter à l'avenir, à des données qu'il n'a jamais vues.
C'est ça le principe de la généralisation. Et ça nous amène à une dernière question, qui est peut-être la plus importante. Notre voyage technique s'achève, le modèle est là, il est construit, mais une fois qu'on le lâche dans le monde réel, est-ce qu'il sera fiable? Est-ce qu'il sera équitable? Est-ce qu'il sera robuste face à des situations imprévues? C'est une réflexion cruciale qui va bien au-delà de la technique et qui ouvre la porte à toute la suite de l'aventure du machine learning.